Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous une fois encore pour une émission certainement très intéressante. En plus, on a deux invités aujourd'hui, donc on aura largement de quoi discuter. Je pense qu'encore une fois, un des challenges, ça va être de tenir le timing, ce qui n'est pas toujours évident quand on parle foot. Comme chaque semaine, ravi d'être avec vous, de mettre en avant le milieu du football amateur. N'hésitez pas, évidemment, comme toujours, à nous envoyer des messages sur footamateurtv.com sur le site internet ou simplement sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, peu importe ce que c'est. Le contenu, évidemment, c'est toujours vous qui le faites. Donc là encore, continuez à nous envoyer des messages, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde et évidemment des invités que vous souhaitez qu'on ait et avec qui on puisse discuter. Voilà pour la parenthèse. Je ne vais pas les faire attendre plus longtemps. On lance un tout petit jingle et on accueille juste après nos deux invités du jour. À tout de suite. Nous accueillons aujourd'hui Kevin et Michael De Wolf. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Là, je vous vois et est-ce que vous m'entendez? On t'entend très Très bien. bien, je précise. Et on va très bien aussi. Bah, très bien, merci, je précise, on peut se tutoyer évidemment. Je vous voyais parce que vous êtes deux aujourd'hui, donc en force. Exactement. Eh ben voilà, ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. On va pouvoir discuter un petit peu, évidemment foot. Hein, il n'y a pas de secret dans cette émission, mais aussi en apprendre un petit peu plus sur vous. Assez particulier finalement. Ça existe encore dans d'autres régions. Il y a quelques autres histoires où des frères sont actifs dans le milieu ensemble, à des rôles différents. Et donc on va prendre un petit peu de temps pour apprendre à vous connaître. Michael, tout d'abord, tu es le grand frère. Hein, donc obligé Je de suis le grand commencer frère. par le grand frère. Hein, Kevin, ça c'est obligatoire. Ah, pas de souci. Ok. Donc, Michael, tu es pour l'instant formateur au sein de la RAL. Tu es passé notamment par Nivelles, Braine, Outin-Genappe en tant que joueur. Dis-nous un Un petit peu peu. d'abord comment tout ça a démarré. Excuse-moi, j'ai pas bien compris ta question. Je dis, dis-nous un petit peu comment tout ça a démarré. Qu'est-ce qui fait que tu es actif maintenant dans le milieu? Oh, ben, tout a commencé au début des années 90, hein, où j'étais déjà très à l'aise, balle au pied dans mon jardin avec papa, avec le petit frère. Et puis, au final, voilà, j'ai atterri à Nivelles. J'ai fait pas mal de belles années à Nivelles, quand c'était encore les belles années de Nivelles. On va pas s'étendre sur ce Il y en a eu, sujet-là, c'est mais vrai, il y en a eu. c'est, ouais, ouais, il y en a eu, il y en a eu. Il y a Il y en a eu longtemps un et bon moment, puis il j'ai n'y en a pas plus fini. pendant quelques années, puis il y en a encore eu quelques-unes. Exactement, exactement. Et puis voilà, après j'ai atterri à Brenne pendant un an, Braine-l'Alleud, quand ils évoluaient en provinciaux à l'époque. Je suis revenu à Nivelles où j'ai intégré l'équipe première quand j'avais 17 ans. Nivelles est alors en promotion encore à ce moment-là. C'est la fameuse année où Nivelles est malheureusement descendu en P1. J'ai un petit peu vécu la première dégringolade du club. On est remonté ensuite, donc on a fait promotion P1, P1, P2. On est remonté de P1, de P2 en P1. Et puis je suis parti au RC Sartois, où j'ai d'ailleurs côtoyé Fred Taquin pendant une petite saison. Et puis j'ai un petit peu arrêté, j'étais un petit peu, Alors, on j'en m'a avais un dit que tu petit avais peu marre. Je arrêté pense que vers 24-25 ans. vers 23, 24 Ah ans, ouais, bah exactement. c'est tôt ça. J'en ai eu Qu'est-ce un qui petit fait que... peu, bah, le fait de commencer à travailler, la vie active, rentrer chez soi le soir, être un petit peu fatigué. Bon, j'avais un boulot à l'époque qui était assez épuisant. J'étais chauffagiste, donc ça prenait quand même du temps, ça prenait de l'énergie et beaucoup de force. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Puis je suis retourné une petite pige à Nivelles, un an ou deux, où j'ai de nouveau entraîné aussi. Et puis j'ai été à Genappe, donc pendant août, hein, Genappe, pendant 2 saisons et demie, on va dire, où j'ai donc eu les U21 avec Romu Lecoq, d'ailleurs, aussi, il y a un an. On était à deux à la tête de cette équipe. Et j'ai terminé par la P4. Ensuite, C'est ça. j'ai de nouveau arrêté 2 ans Et alors, par la force des il y choses. a quand même une question, Michael, il faut que je te demande. Hein. J'ai lu que tu étais numéro 10 et défenseur central. Alors, il faut qu'on m'explique comment un numéro 10 est aussi défenseur central. Ça va encore plus loin parce que à l'époque, on formait un petit peu en fonction des aptitudes techniques et physiques. Toi, tu seras un 9, toi, tu seras un 2, toi, tu seras un... Et voilà, j'ai été formé en tant que 9 jusqu'en cadet, Ah, donc je tu étais pense. neuf au départ. Ouais, 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 j'ai été formé en tant que 9. J'ai été formé en tant que 9. Puis je suis descendu en 10 et on s'est rendu compte, aussi bien moi que les formateurs que j'ai eu à l'époque, que j'avais besoin d'avoir du jeu devant moi. Donc, je suis un petit peu descendu même 6, 8. Mais bon, j'étais pas au niveau défensif, jamais eu le geste défensif correct. C'est Donc, ça. 6, 8, c'était pas ce qu'il fallait.
Et puis, arrivé en équipe première, Michel De Wolf m'a lancé en 2, donc back droit. J'étais un petit peu sceptique au moment de la composition, mais bon, au final, voilà, ça s'était bien passé. Pour l'anecdote, mon premier match en équipe première, c'est contre la RAL, Ah bah voilà, tu l'ancienne RAL. vois, tout se Voilà. rejoint. Donc, et puis, euh, et puis, oui, un petit peu. J'ai fait toutes les positions, en fait, Bon, aussi bah bien en écoute, équipe tant mieux. Bah qu'en écoute, équipe c'est bien première. hein, de l'apprendre. Finalement, ça arrive rarement, hein. Généralement, il y a plutôt on Oui. a plutôt une position et voilà. Donc, bah tant mieux. Écoute, un petit mot que Kevin maintenant. Dis-nous un petit peu. Toi, t'es gardien évidemment à la Royale Union Sportive Rebecquoise et t'es aussi passé par la RAL, par le Sporting Club de Charleroi, le RCS Brennois, Anderlecht et j'en passe évidemment. Là aussi, dis-nous un petit peu comment tout ça a démarré. Est-ce que c'était le grand Ma frère formation, Kevin qui t'imposait d'aller dans le jardin au but et qui fait que t'es devenu gardien? c'est ce que j'allais dire. Ma formation a commencé dans mon jardin, avec mon frère et avec mon papa. Après, j'ai commencé tout petit à Nivelles avec mon papa comme entraîneur. J'ai eu Félix Mazou aussi tout petit. C'était mon premier entraîneur de gardien. Après, j'ai fait toute ma formation à Anderlecht jusqu'à mes 14-15 ans, je pense. Après, j'ai refait un petit séjour à Nivelles pendant 5-6 mois, je pense. Et puis, je suis parti au Sporting de Charleroi. Là, j'ai intégré le noyau espoir et l'année d'après, j'ai directement intégré le noyau pro. À mes 18-19 ans, j'ai joué mes premiers matchs en première division. J'ai intégré aussi l'équipe nationale espoir. Pour après, ensuite, après mon 9e match, je pense, en première division, je me suis blessé. Donc, j'ai eu une fracture de stress. Ça a duré pendant presque un an. Donc là, j'étais livré à moi-même. Donc, je devais me soigner tout seul parce qu'en plus, j'étais en fin de contrat au Sporting de Charleroi. Donc, ils m'ont vraiment délaissé. Ils m'ont laissé partir. Donc, je devais me débrouiller. Après, j'ai dû retrouver un club pour me relancer. Et c'est Danny Host qui est venu me chercher. Donc, j'ai joué pendant 4 saisons à Tir-le-Mont. Ils étaient en deuxième division flamande à l'époque, enfin l'ancienne deuxième division. Euh, ils ont perdu les playoffs, donc ils sont redescendus en troisième division. Et donc après, on a refait une saison pour essayer de remonter avec Danios toujours. Et là, le club a fait faillite. Donc tout a commencé à dégringoler. On est redescendu en promotion avec -9. On a réussi à quand même être champion, on remonte en troisième division. Mais après, le club n'était plus du tout suivi. Au niveau de la structure, ça ressemblait plus à rien. Donc moi, après, Tubize est venu me chercher. J'ai commencé à m'entraîner avec eux pendant plusieurs mois quand eux étaient en deuxième division et qu'ils allaient de nouveau remonter en première. Et on attendait le mercato de janvier pour que je puisse signer chez eux. Et je pense 1 ou 2 mois avant, je me fais le ménisque. Ah, Donc j'étais encore sous contrat avec Tir-le-Mont. Et donc après l'opération, le chirurgien a vu que mon croisé était fissuré. Et en fait, le croisé, on peut opérer qu'à partir de 30% de fissure. Et moi, j'étais à 20. Donc le médecin a dit que je pouvais continuer à me réentraîner, mais que mon ligament c'était risqué et que ça pouvait lâcher à tout moment. Et Tubize cherchait un gardien rapidement, donc ils m'ont fait comprendre que c'était plus possible. mm. Et puis je suis retourné à Tir-le-Mont du coup, parce que je m'entraînais avec Tir-le-Mont le soir et avec Tubize le matin. Et quand j'ai annoncé à Tir-le-Mont que je m'étais blessé à Tubize, ils m'ont fait comprendre que je pouvais aller en tribune. Malheureusement, la Donc réalité du cher milieu qu'on aime tant, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc après, j'ai dû retrouver un club pour me relancer, où j'ai été jouer à Brenne. C'est Henri Pensis qui m'a contacté et qui m'a fait confiance. Et après 6 ou 7 mois, je pense, j'ai eu un coup de téléphone de Bon Giovanni qui m'a contacté pour la RAL. J'ai eu rendez-vous assez rapidement avec eux. Et le projet, j'ai même pas hésité. Ça s'est fait directement. Après le premier rendez-vous, j'avais déjà dit oui alors que j'avais même pas encore discuté financier. Donc voilà, j'y croyais vraiment. J'étais vraiment content du projet. Et puis je suis resté là-bas pendant presque 5 saisons où tout s'est passé à merveille. Les 3 premières saisons où j'ai vraiment retrouvé mon meilleur niveau. J'ai côtoyé des gens que j'oublierai pas non plus. À la RAL, c'est un monde que j'ai vraiment adoré. Voilà, après, je suis parti en bon terme avec tout le monde. Ça s'est très bien passé. J'ai aucun remords et j'ai aucune rancœur vis-à-vis de personne dans ce club. Et c'est pourquoi je continue à avoir un pied dedans avec le beach soccer. C'est ça. Bah écoute, le beach, j'en parlerai un peu en deuxième mi-temps, hein. Donc là, voilà, c'est toujours intéressant d'en apprendre plus finalement sur le parcours que, comme je dis toujours, on vit chacun à des niveaux différents, à des régions différentes, dans des clubs différents évidemment, mais finalement, toutes les histoires se ressemblent, hein, qu'elles soient positives ou négatives en fonction des blessures, des décisions Il faut pas oublier que dans le milieu, malheureusement, on est encore trop souvent considérés comme des marchandises, hein, qui doivent à un moment Ah, donné ça, c'est sûr. rapporter On a un quelque numéro chose. parfois. Tu dis?
Un numéro parfois. Hein. Exactement, ben voilà, exactement. Donc c'en est encore un bel exemple. Donc et donc pour l'instant tu es à Rebec, mais le grand frère est resté à la râle. Oui, c'est ça. Moi, je joue à Rebec pour le moment. Là, j'ai signé là-bas aussi parce que c'est un club familial que j'appréciais. Rebec était toujours connu pour avoir une bonne ambiance, pour faire des belles buvettes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. À la Donc râle voilà, aussi, ça devait être pas mal ça. Ouais, ouais, non. Les deux vols sont connus dans ce Ben niveau-là. voilà, ben justement. Et est-ce qu'un jour le grand frère envisage de suivre? Qu'est-ce qui, quoi, vous vous mettez d'accord? Tu fais une Non, saison absolument là-bas, tu pas. te dis comment ça se passe et puis on voit. Est-ce qu'on y va tous Absolument les pas. deux? On a chacun notre parcours, on fait chacun notre petite route ensemble. Bien sûr, j'ai bien aimé quand on était tous les deux à la râle, bien sûr. On s'amusait bien après nos entraînements respectifs. Mais voilà, je ne dépends pas de lui, lui ne dépend pas de moi. Et on continue à se suivre mutuellement comme ça, et c'est très bien. On m'avait déjà posé la question, si un jour ton frère part, qu'est-ce que tu fais? Ben, si moi on me demande de rester, je reste, bien sûr. Le projet est tel que on n'a clairement pas envie de partir. Tout le monde est top dans ce club, et non, j'y suis trop bien. C'est vrai. Bah écoute, top là encore. Et puis finalement, vous avez trouvé un bon compromis, hein. Chacun son univers, son aventure. Et puis on se rejoint tous les deux en été quand il fait chaud et qu'on peut profiter Exactement. sur du sable. Après, il fait froid. Tu Ouais. Même dis? quand il fait froid. Ah ouais, ben voilà. Là, on se retrouve à deux Ah ben voilà, ben exactement. dans Donc un ça côté. justement, on en parlera un petit peu en deuxième mi-temps, mais évidemment, on est obligé avec vous d'aborder la RAL beach soccer, hein. Donc d'abord un peu cette notion de beach soccer et puis le développement de la RAL. Finalement, tous les deux, vos objectifs personnels, est-ce qu'il y en a et si oui, lesquels? Kevin avec Rebecca et peut-être d'autres plus tard, peu importe, et Michael dans la formation. Mon objectif personnel avec Rebecca, déjà, pour le moment, c'est de remonter la pente avec l'équipe parce on est malheureusement dans un petit creux. Euh, pour le moment, il y a quelque chose qui prend pas. Pourtant, sur papier, Il y a une belle équipe. on pourrait faire partie des favoris facilement dans la série. Donc voilà, il manque un petit quelque chose, mais je suis confiant, je sais que ça va venir. On a notre match référence en début de saison, c'était contre la RAL, où là, on a vu un Rebecca incroyable, qui était soudé, qui était solidaire. Et voilà, pour le moment, il faut qu'on retrouve ça. Je sais que ça va revenir, donc j'ai pas peur pour ça. Voilà, on va remonter la pente de toute façon parce on est un groupe incroyable aussi, avec des gens vraiment avec top qualité, aussi bien humainement que sportivement. Donc voilà, je sais que ça va revenir. J'ai pas peur Ok, pour ça. bah écoute, top, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment, hein. Même comme je le dis chaque semaine, évidemment, je le souhaite, hein, nos invités, les invités que je reçois chaque semaine, même si ceux qui vont regarder ce petit passage entre nous et qui sont dans un autre club, ils l'entendront pas de la même oreille, hein. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, Michael, toi, dis-nous un petit peu dans la formation, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, moi, l'objectif, c'est clairement de continuer à évoluer parce qu'au final, être formateur, on fait évoluer les enfants, mais on doit nous évoluer aussi en fonction de chaque situation. Euh, Pas vraiment d'objectif en soi. Moi, le jeu à 8 me correspond très bien. J'ai un binôme avec moi, Pierre, que je salue, qui va certainement regarder aussi, avec qui je m'entends à merveille. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et il n'y a jamais de prise de tête, il n'y a jamais de dispute, il y a très très rarement un désaccord et c'est un plaisir de travailler comme ça. Donc, au final, l'objectif, oui, c'est peut-être de continuer à travailler avec lui. Et de Et prendre du plaisir. si après on nous propose d'évoluer, ben, on y réfléchira bien sûr, mais pour l'instant, je suis très très bien comme ça dans le jeu à 8 et Ok, pour vous bah saluer. écoute, top. On te souhaite là encore, évidemment, juste le plus important de continuer à prendre du plaisir, puisque finalement, Exactement, peu tout à importe le fait. rôle qu'on occupe, c'est finalement la seule chose qui importe, c'est qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait. Exactement. Ok, très bien. Merci à tous les deux. On en a appris un petit peu plus sur vous. On va déjà tout doucement, hein, ça avance vite, mais on va déjà tout doucement clôturer cette première mi-temps. On termine toujours cette première mi-temps par un petit quiz. Très Ok. simple, le quiz est facile, il s'appelle Tu es plutôt. Alors je vous avoue que normalement c'est 15 questions de rapidité. Vous êtes deux et donc il y aura voilà, une petite modification. Ici vous aurez 10 questions et puis il y aura quelque chose d'autre juste après. Ok, donc on va faire simple. Je pose les questions. Michael, tu réponds en premier. Kevin, tu enchaînes en répondant directement aussi. Ok, Ok, ça roule. ok, on est prêt. Donc les frères de Wolf, vous êtes plutôt. Alors, Real Madrid ou Barcelone? Real Madrid. J'aime pas le foot. Je regarde jamais un match de foot à la télé, mais je dirais C'est Real vrai. Madrid. Allez, faut choisir, il n'y a pas de joker. Ok. City ou United?
City. City. Mbappé ou Lukaku? Lukaku. Lukaku. La Liga ou la Première Ligue? Première Ligue. Liga. La Jupiler League ou les divisions amateurs? Oh. Euh... Jupiler League. Division amateur. Ok, ambiance buvette ou ambiance vestiaire? Buvette. Buvette. José Mourinho ou Jürgen Klopp? Klopp. Klopp. Première, deuxième ou troisième mi-temps? Troisième. Troisième et quatrième. Le foot sur herbe ou le foot sur sable? Euh, oh. Sur synthétique. Ok, sur synthé. Sable. Sable, ok. La Belgique qui gagne la Coupe du Monde au Qatar 2022 ou ton club qui monte d'une division? Chacun son club, évidemment. Mon club qui monte d'une division. Mon club qui monte de division. Ok. Et la dernière, foot amateur ou foot pro? Foot pro. Amateur. Ok, très bien. Bah écoute, c'est bien. On aura noté finalement quelques différences dans les choix. Donc, tant mieux. Au moins, comme ça, on en aura appris là encore un petit peu plus. On était obligé. Je profite du fait qu'on ait deux frères qui soient actifs dans le milieu. On l'a vu maintenant avec ce petit quiz. Deux frères veut dire aussi parfois des choix et des préférences différentes. Pour en apprendre un petit peu plus sur vous, on était obligé d'avoir un petit quiz un peu spécial. Donc, le tu es plutôt, il y a encore 10 questions. Rapidité, évidemment. Sauf que ça devient c'est plutôt ou c'était plutôt, peu importe. C'était plutôt ou c'est plutôt Kevin ou plutôt Michael. Ok? Même chose. Michael, tu réponds en premier. Tu me dis soit Michael ou Kevin. Et Kevin, tu réponds juste après. Même chose. Tu me dis ce que tu veux. Attention, on est prêt? Ouais. Alors, c'est ou c'était plutôt Kevin ou Michael, le plus grand fan de foot, Michael. Michael. le plus grand fan de beach soccer, Kevin. Kevin. le plus râleur sur un terrain, Michael. Michael. le plus fin tacticien, Michael. Michael. la meilleure technique de frappe, Michael. Kevin. le plus drôle dans un groupe. Tous les deux. Tous les deux. Kevin, d'accord? Ouais. Tous les deux. Ok. Le meilleur chanteur en cas de victoire. Kevin. Kevin. Le meilleur mentalement. Kevin. Kevin. La meilleure vision du jeu. Michael. Michael. Et la dernière, le plus fort en troisième mi-temps. Là, il y a match. Il y a match. Disons que je sais mieux encaisser parce que je suis plus large, donc Michael. Allez, Michael. Kevin, t'es d'accord? Allez, voilà. Ok, très bien. Ben, merci. Vous pouvez revenir, si vous voulez, sur un des choix que vous avez dû poser. Donc déjà, apparemment, la meilleure technique de frappe, c'est Michael. Mais il y a déjà un gaucher, il y a un droitier. Et je pense qu'un gaucher a une frappe déjà un petit peu plus particulière qu'un droitier. Après, je pense que Si le meilleur des deux est pour toi le gaucher, je ne peux que te donner raison. Hein. Non, vu que j'ai dit Michael Jesus. Ben voilà, justement, c'est pour ça que j'en rigole. Parce que moi, je suis gaucher. Et pour moi, les gauchers J'ai ont vu. toujours un petit truc au-dessus. J'ai vu, c'est vrai. Très bien. Autre chose? Si vous avez un des choix, quelque chose que vous avez dû donner. Non, pas spécialement. Je pense qu'on a été assez cohérents dans nos réponses. Eh ben, très bien. Ben, écoute, merci. On a passé déjà cette première mi-temps. On en a pris un petit peu plus sur vous. On a quelques points, je vais dire un petit peu plus sérieux, même si ça l'était déjà. On va discuter, aborder quelques thèmes entre nous en deuxième mi-temps. On marque simplement une toute petite pause, un petit jingle très rapide et on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. Ok, merci. On est déjà de retour pour cette deuxième mi-temps. Les pauses ici, évidemment, elles vont vite. À peine le temps de s'hydrater un petit peu. Et puis on rattaque. On est, vous le verrez, messieurs, sur le terrain. Donc, habit de lumière, plutôt multi, crampons vissés ou plutôt pieds nus si on doit jouer. Multi. Multi, Ouais, crampon. crampons. C'est bien. Il y a de plus en plus de trucs finalement vous n'êtes pas d'accord. Donc, tant mieux. Deuxième mi-temps. Mais si on profite de votre présence, évidemment, pour aborder d'abord ensemble le beach soccer dans sa globalité, mais évidemment, la RAL beach soccer, vous faites tous les deux d'abord partie du projet, mais surtout vous êtes partie prenante, puisque vous allez nous expliquer un petit peu ça. D'abord, ça a démarré, je pense, l'année passée. Michael, dis-nous un petit mot.
Oui, voilà, enfin, ça fait un petit peu, ça fait quelques années qu'on a envie de développer ce sport parce qu'il est malheureusement pas assez connu en Belgique. Bon, moi, enfin, je l'ai pratiqué depuis 2008. J'ai arrêté il y a 2 ans voilà, parce que j'arrive au bout de ma carrière, je dirais ça comme ça. Mais plus sérieusement, oui, j'ai commencé en 2008. C'était vraiment des bandes de potes au final qui jouaient sur le sable. Il y avait un suivi quand même assez régulier de l'Union belge encore à l'époque. Ils étaient partie prenante, eux également, dans la gestion des équipes, dans la gestion des équipements des équipes même, vu que chaque saison on recevait un nouveau maillot. Et puis, ça a un petit peu stagné. L'équipe nationale de football est revenue au plus haut. Et du coup, ben, la fédération a injecté l'argent qui était disponible pour le beach, l'a injecté dans l'équipe nationale belge de foot. Et du coup, ben, on était un petit peu livrés à nous-mêmes. C'est les clubs qui devaient eux-mêmes organiser ben, les manches de championnat, les tournois amicaux, devoir se créer des terrains au final, parce qu'on jouait avant sur la plage. Donc, Ouais, c'est ça. ben, les terrains, ils étaient tout faits. Il suffisait d'apporter les goals et les délimitations de terrain. Donc voilà, au final, ben, il y a comme quelques clubs qui sont assez motivés de redorer, je vais dire, l'image du beach soccer. Je pense particulièrement à la Nîmes Team qui fait un excellent travail au final. C'est une équipe concurrente à la nôtre sur le terrain, mais je pense que on doit pouvoir réussir à s'unir et à rassembler nos forces dans chacune des équipes. Je pense aussi aux Vamos qui essayent eux aussi d'obtenir un terrain ici prochainement. Et voilà, il faut absolument développer ce sport et surtout, au final, la formation, parce que si les équipes premières, ben, ce n'est que des copains qui créent leur équipe pour dire de s'amuser, ben, il faut aussi de la formation derrière pour assurer un suivi et pour justement faire en sorte que le beach soccer devienne, Ça ben, à un passe moment par là donné, aussi. On avait reçu Jérémy Chofnowski qu'on ouais, salue ouais, évidemment, hein, et il nous disait très justement qu'il y avait d'abord eu un peu, tu sais, les périodes, ouais, des belles périodes et puis des périodes beaucoup plus compliquées, on va dire ça comme ça, sans rentrer ouais, dans ouais. les détails, mais qu'effectivement maintenant il y avait aussi une nécessité de professionnaliser un petit peu la discipline et de sortir un peu du cadre unique qui était juste festif, on joue ensemble, on profite s'il y a une terrasse qui a été aménagée pour l'occasion. Bien Et sûr. voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et il faut pouvoir le démontrer aussi pour que le sport grandisse et les clubs comme la RAL et d'autres puissent continuer à grandir avec. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça. Je pense que la première nécessité aussi pour les clubs, c'est de pouvoir obtenir un terrain. Et je sais que c'est une chose qui n'est absolument pas facile parce que bah, il faut l'endroit, il faut voir si on peut le sécuriser, il faut de quoi bah, pouvoir boire un coup, manger un coup, prendre une douche après la journée parce que, mine de rien, on transpire et le sable, ça colle. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est assez compliqué. On y travaille, on essaye de trouver un endroit ici avec le club. Il y a quelques possibilités. On va développer ça et on espère d'ici quelques semaines pouvoir annoncer à tout le monde qu'on a notre terrain qui soit éphémère Si tu as un scoop à dans un faire premier passer, temps. Michael, vas-y, hein, nous on est, tu peux, hein, s'il y a une Ah ben info, oui, s'il y a en effet quelqu'un qui a une possibilité de pouvoir accueillir un terrain de 37 voilà, mètres de long sur 28, un il message, n'y a pas de voilà. souci. Nous, on vient avec le sable et on s'occupe du reste. Ils peuvent boire un coup à notre aide, il n'y a pas de Ah problème. bah voilà, bah écoute, le Et, message est passé, on espère qu'il sera entendu. Kevin, dis-nous toi un petit peu quelle affinité tu as avec le beach soccer aussi. J'ai commencé aux alentours de mes 17-18 ans, peut-être même plus tôt, je dirais 15-16, où c'est à l'époque Stéphane Marien qui m'avait contacté. Il me demandait si je pouvais aller dépanner pour faire un match. C'était à Waterloo, je pense. Et ça m'a plu. Donc chaque année, il me contactait pour intégrer son équipe. Puis j'ai intégré l'équipe du plan B. L'entraîneur, c'était Patrick Tillman, je pense, effectivement, c'est ouais. ça. Exact. C'était aussi une bande d'amis. Donc bon, après, on essayait toujours d'être compétiteurs. Mais c'était aussi à l'époque une belle petite troisième mi-temps, on va dire. Et là, maintenant, ça commence vraiment à se développer. Il y a 4 ans, j'ai fait mon premier tournoi international à Los Angeles, où c'est Jérémy qui s'en était occupé. Il avait créé une équipe avec déjà les joueurs disponibles et les joueurs les plus compétiteurs possibles pour y aller. Et on s'est rendu compte que notre niveau n'était pas si différent que les joueurs internationaux, je vais dire les joueurs professionnels. Et donc, il y avait quelque chose à faire ici parce qu'on avait vraiment des joueurs talentueux. Et donc, Jérémy essaye vraiment de le développer un maximum et il fait ça très bien. Et puis nous, maintenant, on va essayer de le développer de notre côté aussi, mais tout en essayant d'être unis, même si c'est un club concurrent, on parlait de la New Team.
Donc voilà, on va essayer de faire prendre goût aux enfants ici à la RAL pour plus tard et espérer que ça devienne vraiment une compétition reconnue et qu'on puisse aller faire des tournois un petit peu partout dans le monde. Top. Et Jérémy nous disait justement que, évidemment, cette notion une forme de concurrence, mais en même temps, une vraie nécessité de devoir s'associer ensemble pour faire grandir l'intérêt du sport. Ça, c'est de toute façon, il y a des intérêts communs certainement à trouver, mais il nous parlait Oui, aussi, Kevin, d'une future équipe nationale belge, enfin, qui allait revenir, qui s'appelle, je pense, les Sables Rouges. Donc, peut-être un jour, Kevin De Wolf en équipe nationale de beach. C'est prévu. C'est prévu. Voilà, tu as déjà eu la première convocation. Ouais. Ah, c'est ça. Bah écoute, voilà. Il nous disait justement, il y a quelques semaines, on en avait parlé ensemble, qu'il était en train de sonder un petit peu voilà, les joueurs de beach qu'il envisageait dans l'équipe nationale. Donc, bah écoute, bravo. On sera les premiers à t'encourager. Et puis, bon, on suppose que Michael sera pas loin dans les encouragements. exactement. Michael, il faudra que tu trouves un rôle. Hein, comme ça, tu peux les voyages, tout. Écoute, Jérémy, si tu nous regardes, je suis intéressé aussi. Ben voilà, il y aura bien. Il faut un gros staff, hein, de toute façon, pour une équipe nationale. Donc, il y aura bien Oui, une oui, place pour Michael De Wolf dans le staff de l'équipe nationale. pourquoi pas. Très Toujours bien. ouvert. Eh Toujours ben, ouvert. là encore, c'est ce qu'on vous souhaite. De toute façon, moi, je l'ai déjà dit quand on avait eu et Jérémy à d'autres occasions. Je pense que le beach soccer est amené à se développer. Tant mieux si, s'il y a plus de structures et si ça se professionnalise. Évidemment, pas forcément à un niveau inaccessible, mais toute notion de professionnalisation, c'est toujours bon à prendre quand on veut développer quelque chose comme le beach ici en Belgique. Et c'est, je trouve, contrairement à d'autres, une bonne combinaison envisagée à des clubs aussi, parce qu'il y en a parfois qui étaient un peu contre le fait de travailler en sable, alors que finalement, maintenant, tout le monde intègre le fait que c'est aussi très intéressant pour les clubs de temps en temps d'aller faire un travail différentiel sur du sable. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'au final, hum, le beach n'est pas propice aux blessures pardon, musculaires. Moi, je ne me souviens pas avoir, lors d'un match ou même un entraînement, vu un joueur se claquer. Les appuis sont totalement différents. Et qu'on se le dise clairement, travailler les aptitudes techniques dans du sable, si on sait les faire dans le sable, on sait les faire sur le terrain après. Ça, Exactement. c'est beaucoup plus compliqué. La gestion d'un ballon aérien, il faut pouvoir le faire et c'est pas donné à tout le monde. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut absolument accentuer sur le fait qu'on a besoin de formation, qu'on a besoin de former les jeunes pour un jour pouvoir se dire, on aura un jour une équipe compétitive en équipe nationale parce qu'on a réussi à faire de la formation. Et c'est vraiment une grande nécessité. Il faut absolument tabler dessus. C'est vrai. Bah, écoute, là encore, voilà, le message est passé. Moi, je me joins à vous, évidemment. Je partage complètement. Donc, je trouve que c'est une nécessité et ça n'apportera que du positif dans notre cher milieu du football amateur et peut-être même plus. Donc, voilà, allons-y pour le développement du beach soccer une bonne fois pour toutes et qui est plus finalement hein, ces périodes de disette. Maintenant, c'est que, voilà, positivement et vers l'avant en espérant que derrière, il y ait des Coupes du Monde et autres, comme je le disais à Jérémy, et qu'on puisse aussi s'enthousiasmer derrière notre petit écran ou sur place, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour voilà, l'équipe nationale belge de beach soccer. Un petit mot tous les deux, Michael, évidemment, tu es formateur à la RAL. Il faut quand même que tu nous dises, je t'offre la possibilité d'être très corporate. On avait reçu Salvatore Kouraba, que je salue. Dis-nous un petit peu, c'est un plaisir, je suppose, d'être formateur au sein de la RAL. C'est un réel plaisir, oui. Aussi bien dans les infrastructures qu'on a, qu'on se le dise aussi. Je pense qu'il n'y a pas 5 clubs. Allez, peut-être être un petit peu plus large. Il n'y a pas 8 clubs en D1 belge qui a un centre de formation comme nous. Franchement, c'est juste exceptionnel. La qualité, elle est partout, tant dans les infrastructures qui arrivent, parce qu'au final, le clubhouse qu'on attend, il va être dément. Franchement, c'est juste exceptionnel. J'y suis depuis, c'est ma 3e saison. J'avais fait une petite partie d'abord 1 an avant avec Fred au niveau de l'équipe première, quelques stages avec Roberto Franco et Ludovic Bisio qui sont deux des 4 coordinateurs actuels. Et voilà, ouais, maintenant je suis en charge des garçons U11 et des filles U13. Donc la RAL développe aussi le côté féminin et je prends un réel plaisir au final. C'est vraiment c'est une approche différente, totalement différente, mais c'est très agréable. Top. Ben écoute, là encore, hein, dès que tu parles de plaisir, nous, de toute façon, voilà, c'est ce qui résonne et c'est ce qui doit résonner au fur et à mesure du temps qu'on évolue dans le milieu du foot amateur. Kevin, un jour entraîneur, là, tu vas suivre l'exemple du grand frère?
Non, je pense pas. Moi, ce serait plus entraîneur de gardien. Ok. En tout cas, entraîner une équipe, je me sens pas capable de le faire. J'ai pas une assez bonne approche tactique et autres. J'adore faire des stages avec des enfants et autres. Je trouve ça génial, mais moi, c'est plus dans l'animation, pas dans la formation. Donc, si je dois faire ça un jour, ce serait plus entraîneur de gardien. Oui, ça me plairait bien. Et on en avait discuté avec la RAD, justement. Il me l'avait proposé de passer entraîneur de gardien du jeu à 11. Mais je ne savais pas encore où j'allais signer, donc il fallait aussi que le club dans lequel je signe soit d'accord, que je puisse cumuler les deux, et il fallait que je puisse m'investir à 100% des deux côtés aussi. Donc imaginons à Rebecque, je me blesse un dimanche, je dois entraîner le lendemain les gardiens, je suis blessé, ça peut poser problème. Donc voilà, pour le moment c'était un petit peu compliqué, mais clairement, quand j'arrête le foot, oui, je vais me reconvertir dans ce milieu-là. Donc Oui, coaching de gardien et puis coaching au moins de gardien beach soccer, alors on suppose. oui, certainement. Bon, même si j'arrête le foot, je vais continuer en tant que gardien de beach soccer jusqu'au moment où je sentirai que mon Est-ce qu'il y a corps un me âge plaît. là? Est-ce qu'il y a un âge? Moins qu'au foot, je dirais. Donc, il y Ouais. a plus, le beach soccer peut durer plus longtemps que le foot, ça c'est clair. Donc, une fois que j'arrêterai le foot, oui, je continuerai Et est-ce que tu as continuer. déjà réfléchi un petit peu, non pas que tu es vieux, hein, attention, hein, mais tout doucement, tu sais, on dit que toujours quand on arrive à 30 ans, on commence quand même à regarder un petit peu ce qui nous reste plutôt que voilà, ce qui vient de passer. Donc est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à combien d'années tu dois encore jouer? Pour le moment, je me sens encore bien, donc j'ai pas de soucis, j'ai pas de soucis physiques. Donc, ouais, je dirais encore 3 4 ans, j'espère. En tout cas, je ferai mon max pour ça. Et après, ma reconversion, oui, entraîneur et continuer le beach soccer. Top, bah On écoute, verra où sera le beach soccer à ce moment-là, mais à mon avis, vu comment c'est parti actuellement, il sera encore plus développé d'ici quelques années que maintenant. Donc, il y a quelque chose à faire là-dedans, ça c'est sûr. certainement. Et alors, dernière parenthèse sur le beach, on a vu passer l'information, hein, Jérémy, qu'on salue encore une fois, qui a teasé le fait que bientôt un terrain couvert allait arriver aussi. Ça aussi, c'est des choses qui peut-être dans un futur, on va dire à moyen terme, pourraient aussi aider au développement. Parce que c'est vrai que c'est une activité estivale, mais certains souhaiteraient quand même continuer à la pratiquer pendant les périodes hivernales, ce qui est quasiment impossible ici en Belgique. C'est ce qui manquait en Belgique, en fait. C'est vraiment le seul problème, c'est que Ce qui existe aux on Pays-Bas n'avait notamment pas. et dans d'autres pays. À l'époque, ici, je me souviens pour l'anecdote, le jour où Vincent Giovanni m'a contacté pour aller à la RAL, j'étais en Hollande avec Jérémy, on avait un match de beach soccer dans cette installation, ce terrain indoor justement. Et moi, je me suis toujours dit que le jour où on aurait ça en Belgique, le beach soccer allait se développer. Ouais. Je suis d'accord, c'est vrai, effectivement. Bah, apparemment, ça arrive bientôt déjà, donc voilà. Ah ouais. Et ce qui est une bonne chose aussi, comparé par exemple au Portugal, qui a pas mal d'équipes, les Brésiliens, certaines équipes russes en fonction de leur géolocalisation, euh, le temps est quand même différent chez nous. C'est le moins qu'on Donc, puisse eux dire. peuvent s'entraîner pratiquement toute l'année, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Donc, oui, le terrain indoor va clairement aider ça. Et le club ou l'équipe qui aura un jour cette installation-là, il est paré pour les 20-30 prochaines années, c'est sûr, et certain. C'est ça. Bah écoute, là Donc, encore, bravo, Jérémy. espérons hein, que autant les terrains extérieurs sont déjà nécessaires, autant à un moment donné, pourquoi pas en avoir de temps en temps en intérieur aussi, ce qui serait finalement une bonne chose aussi. Il y a de plus en plus de pratiques sportives qui se développent en intérieur, ici en Belgique. Il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, le beach soccer soit le laissé pour compte. Donc là encore, c'est ce qu'on souhaitera. Dernier point, messieurs, pour cette deuxième mi-temps, parce que le temps passe. Hein. Je vous avais dit quand on discute foot, le temps passe et passe vite. Un petit point quand même sur la situation Covid. On en parle beaucoup dans le milieu. Ça fait un petit peu peur à tout le monde, on va pas se mentir. Beaucoup ont parlé d'une quatrième vague. Il y a quelques. Je vais pas refaire le détail des nouvelles mesures. Pour faire simple, c'est limité maintenant, apparemment même en extérieur, à 100 personnes, ce qui paraît quasiment impossible à gérer. Michael, pour être actif à la RAL, je pense que très rapidement, en comptant les joueurs en plus, ça a été Ouais, précisé. ouais. Donc Tout très le match, rapidement, ça va déborder. Dites-nous un petit peu tous les deux, quel est votre ressenti par rapport à tout ça? moi, j'ai pas vraiment de ressenti dans le sens où quand j'arrive au club, je suis directement sur le terrain, donc je ressens pas vraiment l'atmosphère qu'il y a sur le côté. Mais mais oui, c'est compliqué dans le sens où il y a des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, et je respecte totalement leur choix. Mais oui, en effet, ces personnes ne peuvent pas rentrer. Et puis il y a des règles et des directives qui sont un petit peu incohérentes dans le sens où, par exemple, un C'est entraîneur à la bien, tu le RAL. dis poliment, Michael, c'est bien. Ah oui, mais oui, je pourrais le dire différemment, c'est vrai. Mais bon. Voilà. Non, il y a un des formateurs à la RAL qui n'a pas donc son Covid Save Ticket.
il peut rentrer quand il est formateur, mais le lendemain, il vient pour encourager sa fille qui joue au club. Il n'a pas le Covid certificat, donc il peut pas rentrer, il reste sur le parking, quoi. Ouais, c'est Donc, ça reste la même personne et voilà. Maintenant, le club applique les règles qui sont bien en sûr. vigueur et voilà, c'est pas du tout contre eux, bien sûr, mais les règles qui ont été données par le gouvernement, bah, depuis le début, voilà, il y a des choses tout à fait incompréhensibles et c'est pas toujours Comme évident. Un souvent dans enfant a notre, bien souvent besoin de son papa ou sa maman. ouais, comme souvent dans notre pays, c'est parfois un joyeux bordel, hein, moi je le dis, donc, donc voilà. Voilà. Pour suivre et en plus pour être à la page au niveau des mesures, hein, parce là on a été un peu tranquille pendant quelques temps, mais faut quand même voilà, être à la page, savoir exactement où on en est. Ici apparemment les mesures c'est jusqu'au 22 janvier, donc on verra un peu comment les choses évoluent. Espérons que ce soit positif. Kevin, le fait de potentiellement jouer à huis clos, ça nous pend au nez. Le fait de potentiellement, on n'espère pas évidemment, mais que la saison peut-être s'arrête ou que le foot soit arrêté, si vraiment les mesures devaient devenir encore plus drastiques, est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage et qui fait un peu peur? Bah, pour le moment, on n'en parle pas encore vraiment. Je dirais que pour le moment, on vit au jour le jour parce Ouais, que c'est ça ça. change tout le temps, donc les mesures sont tout le temps différentes. Ici, elles se sont un petit peu renforcées. On a des joueurs aussi dans l'équipe chez nous qui ne veulent pas se faire vacciner, donc ben, avec le Covid ticket, ça va être compliqué. Ou alors ils doivent faire un test PCR à leurs frais parce que c'est coûteux quand même. Mhm. Si maintenant il y a une équipe complète où il y a aucun des joueurs qui est vacciné, ben, si on fait le calcul, c'est énorme tous les week-ends de se faire tester. Bien sûr. Donc oui, ça peut poser problème, mais ça peut déforcer des équipes aussi. Donc Complètement, ça peut fausser complètement les championnats, hein. complètement. Et aussi, bah, pareil, jouer à huis clos, ça peut tout fausser aussi. Donc ça change totalement la mentalité de tout le temps, de chaque joueur. Je veux dire, de jouer devant 0 personne ou devant 1000 personnes, ça change tout. C'est clair. Donc oui, ça peut de nouveau devenir compliqué, mais encore une fois, les mesures changent tout le temps. Donc au jour le jour, on voit comment ça se passe. C'est clair, moi je pense qu'on est bien d'accord, hein. Espérons en tout cas que ça ne s'aggrave pas. Bon, d'abord, santé, sécurité pour tout le monde, hein. Ça c'est ce qu'on souhaite à tout le monde évidemment, mais espérons que voilà, le sport et particulièrement le sport amateur et ici le foot amateur ne soit pas encore malheureusement victime de tout ça et puis de certaines mesures assez aberrantes et parfois impossibles à retranscrire sur le terrain. On va dire ça comme ça. Ok, très bien, mais merci messieurs, on va déjà clôturer cette deuxième mi-temps. On a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps, simplement pour celles et ceux qui regarderont l'émission. Entre ce moment-ci et la troisième mi-temps, on aura comme chaque semaine un coup de cœur. J'ai abordé une campagne de solidarité aujourd'hui avec Jean-François Lanvin, administrateur du Panathlon. La campagne s'appelle Solidar Sport. Ils sont à la recherche de matériel sportif justement pour des clubs qui ont vécu les intempéries du mois de juillet. Les conséquences étaient dramatiques. Donc voilà, vous en apprendrez un petit peu plus sur cette campagne de solidarité. N'hésitez pas évidemment à la soutenir. Et nous, messieurs, on se retrouve juste après pour la troisième mi-temps. À tout de suite. À tout de suite. Nouvelle séquence coup de cœur, cette semaine encore, nous sommes ravis d'évoquer, comme toujours, soit une association, un club, une initiative, peu importe une campagne, en l'occurrence, puisque c'est le cas aujourd'hui. On se fait un plaisir de les relayer, d'en parler un petit peu. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-François Lanvin, administrateur du Panathlon Wallonie-Bruxelles et président de la SBL Tous à bord. Bonjour Jean-François. Bonjour. Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends d'abord? Très bien. Eh ben voilà, c'est le plus important. On a un petit moment pour échanger ensemble. L'idée était d'évoquer cette campagne à l'initiative du Panathlon, notamment, et qui depuis est soutenue par de nombreux organismes ainsi que des sportifs, évidemment, une campagne de solidarité liée et tu vas nous redire un petit mot dessus, mais aux intempéries subies notamment dans le courant du mois de juillet. La campagne s'appelle Solidar Sport. Donc tout d'abord, refais-nous un petit peu rapidement le pitch de cette campagne. Écoute, depuis quelques années, avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles de Philippe Ouzio, nous avons lancé les 1000 km du fair play. Et donc, c'était une occasion de pouvoir réunir de manière un peu symbolique toutes les communes, les entités, les clubs, les fédérations qui sont membres du Panathlon. L'an dernier, sur la première, évidemment, année, on va dire post-Covid, même si malheureusement on est toujours en plein dedans, on avait lancé la campagne Merci, où on avait, en courant, en vélo ou sur une autre manière, réuni un petit peu les différents lieux justement de héros de la crise. Donc on courait d'un hôpital à une maison de repos, d'une maison de repos à une caserne des pompiers, à un commissariat de police.
Et pour cette deuxième année, au moment où justement on se pose un peu la question de quelle était un petit peu la spécificité de l'organisation, se sont passés malheureusement le drame évidemment des inondations dans une série de régions et de provinces de notre pays. Et donc directement, on s'est dit qu'on voulait faire justement nos 1000 kilomètres du fair play, en tout cas reliés à cela. Et c'est ainsi qu'on a imaginé la campagne Solidar Sport pour proposer justement au monde du sport, amateur, mais également professionnel, de se montrer solidaire des entités sportives qui ont été, je pense que le mot n'est pas assez faible, dans certains cas, complètement dévastées par ces inondations. Tout à fait. Bah, écoute, évidemment, on ne peut que louer l'initiative et féliciter pour d'abord l'idée et puis la mise en place d'une campagne comme celle-là. Dis-nous un petit peu en termes de, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça représente? C'est du matériel sportif? Et donc, on a vraiment lancé un appel à la solidarité, à la fois aux clubs sportifs, aux écoles, aux fédérations, en leur disant, voilà, si vous avez soit du matériel neuf dont vous voulez faire un don pour justement tous ces clubs ou ces lieux de sport en Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont souvent tout perdu, c'était vraiment l'occasion. Et lors des 1000 kilomètres, mais encore aujourd'hui, on a fait un peu justement ce lien et ce relais entre ces dons qu'on recevait, ces dons soit de matériel, soit ces dons financiers, avec aussi un appel un petit peu justement à ces lieux en demandant un petit peu ce qu'ils avaient perdu, ce qu'ils auraient besoin notamment pour pouvoir repartir dans un premier temps. Et c'est comme ça qu'on a fait un peu ce relais. C'est pour ça que ces 1000 kilomètres gardent tout leur sens. On a un passage de relais entre les différentes entités. Et donc concrètement, encore il y a quelques jours, on s'est rendu au club de foot d'Auvelais en faisant un don de matériel, comme on l'a fait dans pas mal de clubs tout au courant du mois de septembre ou du mois d'octobre. C'est ça. Ben écoute, c'est un bel élan évidemment de solidarité. Donc la campagne est donc toujours bien active hein, pour celles et ceux Oui, qui verront ce petit échange entre nous. Vous êtes encore et toujours à la recherche. tout à fait. Malheureusement, je pense que pas mal de clubs ou d'écoles repartent presque de zéro, Tout hein, à fait, ouais. ont vraiment tout perdu. Alors évidemment, il peut y avoir des dons financiers pour retravailler sur l'infrastructure, mais parfois, simplement pouvoir refournir 50 raquettes de tennis ou des ballons ou des cônes, etc., apporte énormément beaucoup parce qu'évidemment, on sait très bien que le monde du sport souvent à parents pauvres également. Et pour l'instant, on sait aussi que le monde politique est demandé de partout en termes de subsides, donc pas simple à la fois de pouvoir les aider et surtout de manière rapide, parce que c'est quand même dommage de voir que pas mal de jeunes ou de moins jeunes actuellement sont privés de sport parce que leur lieu soit est dévasté d'un point de vue de l'infrastructure ou pour l'instant, le matériel n'est plus à disposition. C'est ça, exactement. C'est évidemment non seulement les infrastructures ont subi lourdement évidemment tout ce qui s'est malheureusement passé, mais continuent aussi à le subir au quotidien, puisque quand bien même les problématiques notamment météorologiques sont passées, les problématiques structurelles et au niveau des infrastructures et de matériel sont toujours bien présentes, et ça pénalise aussi, comme tu le dis bien, l'activité finalement de tout un chacun. Toutes celles et ceux qui veulent pratiquer dans leur centre de loisirs ou centre sportif, ils sont aussi pénalisés parce que le club a subi ou l'infrastructure a subi évidemment de gros soucis. Oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment chouette dans cette campagne Solidar Sport, c'est qu'elle a touché un peu tous les étages du sport en Belgique, vu que une des premières structures qui nous a soutenus, c'est le Comité olympique belge, qui nous a offert toute une série d'équipements post-JO de Tokyo notamment. On a également la Fondation des Solides du Cœur, qui regroupe quand même pas mal de footballeurs professionnels, qui a fait un chouette don qui nous a servi, des sportives ou sportifs comme Loïc Vliegen, Isaline Bonaventure notamment, nous ont soutenus et ont fait des relais auprès également de leurs sympathisants. Donc ça touche à la fois le sport professionnel comme le sport amateur. C'est ça. Et est-ce que c'est peut-être une question innocente, hein, Jean-François, mais je sais que tu es fort actif aussi dans d'autres domaines, notamment évidemment dans le domaine du football aussi. Est-ce que, à un moment donné, dans ce genre de cataclysme que certaines infrastructures ont subi, est-ce qu'on ne peut pas espérer un petit peu plus de certains joueurs à l'aura, on va dire, internationale, sans viser qui que ce soit et sans... Voilà, mais on voit dans certains pays que certains joueurs internationaux sont parfois plutôt très réactifs en cas
de vrais problèmes et n'hésite pas à, ben, évidemment, pour le coup, c'est le cas de le dire, à mettre la main à la poche pour soutenir et pour aider. Oui, tout à fait. Mais je pense pouvoir dire, vu que je suis un petit peu concerné, vu que ce sont des personnes avec qui je travaille au quotidien, que ça a été fait. Je crois que sur Verviers, je crois que quand on dit Verviers, il y a une famille très connue, à la fois du côté du Sporting d'Anderlecht que du Standard de Liège, qui a fait des choses assez incroyables, mais que pour l'instant, et tout honneur à eux, Bien ont sûr. décidé de garder de manière très confidentielle. Mais je peux vous dire qu'on parle quand même d'une aide énorme. Et puis, je répète, dans le cadre des Souliers du Cœur, un don a été fait où justement pas mal de footballeurs pro ici en Belgique y ont participé. Alors, je pense encore une fois, c'est aussi parfois très bien de se dire qu'il y a des gens qui aident, mais qui veulent rester dans l'ombre. C'est ça. Ben écoute, merci. Comme on le dit, c'est le but évidemment de cet échange entre nous. De toute façon, il n'y a jamais assez. Donc voilà, toutes celles et ceux qui auraient encore la possibilité d'aider, comme tu l'as dit, je remettrai de toute façon dans cet échange et sur nos différentes communications, je remettrai les différents liens. Vous pouvez de toute façon, si jamais vous avez une question, une information, ou que vous souhaitez participer à cet élan de solidarité, envoyez déjà un mail à info@panathlon.be et on remettra des liens précis pour pouvoir très facilement entrer en contact avec le Panathon Wallonie-Bruxelles et éventuellement participer à ce bel élan de solidarité. Jean-François, dernière chose, on termine toujours cette petite séquence coup de cœur par un petit clin d'œil. On a appelé ça la baguette magique. On essaye d'oublier un petit peu voilà, les difficultés du quotidien. On pense simplement à ce qu'on aimerait éventuellement réaliser. Si je devais te demander avec cette campagne Solidar Sport, quel est le souhait, quel est le rêve? Tu as une baguette magique, vas-y. Ah, c'est peut-être un peu idéaliste, mais on est en période de fête ici prochainement. Qu'est-ce que ça serait beau que 2022 soit enfin le vrai retour du sport à 100%, à tous les niveaux, que ce soit pour les gens qui participent, les gens qui supportent, etc., et qu'on ait évidemment moins de contraintes. Donc, c'est ce que je souhaite évidemment, et ce qu'on se souhaite tous, évidemment, c'est de pouvoir reparticiper et refaire du sport sans se poser trop de questions et pouvoir se rendre de nouveau à des grands événements, etc. Donc, si je pouvais exaucer ce vœu, ça serait ce vœu. Je pense que tous les amateurs de sport ici en Belgique et dans le monde d'ailleurs espèrent tous. Eh ben écoute, tout à fait d'accord, je partage évidemment, hein, Jean-François, donc tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie, on clôture déjà cette séquence coup de cœur, on aura permis d'en apprendre un petit peu plus et puis évidemment, on se fera un plaisir de relayer tout ça en espérant que les soutiens continuent parce que comme je l'ai dit, il n'y en a jamais assez. Donc voilà, bravo à toi, bravo à vous et à toutes celles et ceux qui œuvrent pour cette campagne Solidar Sport et toutes les autres actions que vous entreprenez aussi au quotidien. Merci beaucoup Jean-François et au plaisir. De toute façon, excellente continuation. Merci Julien, à bientôt. Merci Jean-François, au revoir. Au revoir. On est déjà de retour pour cette troisième mi-temps. Les pauses vont toujours aussi vite. Troisième mi-temps, messieurs, vous le verrez. Décor, je pense qu'on apprécie tous les trois. On est dans la buvette. Donc voilà, moment un petit peu plus détente. Sauf qu'on est... moi, je suis à l'eau. Hein, pour l'instant, on peut se dire entre nous... il est encore un peu tôt, même si le moment de l'apéro est pas loin. Ça va arriver. Il On arrive. m'a un jour dit au Beach Soccer, il était 10h, 10h30. On me propose une bière, j'ai dit, il est 10h30. Je dis, ouais, mais il est bien 19h30 quelque part, non? Oui, bah alors c'est l'heure de l'apéro. Ben Et voilà. voilà. On s'entend évidemment toujours avec modération. Hein. N'allons pas dire que dans le milieu, tu sais, on connaît tous un peu voilà, malheureusement, les préjugés qui existent sur notre cher milieu. Voilà, on fait ça de temps en temps et avec modération et puis on le paye pendant 2-3 jours. Ça, ça, c'est vrai. Ok, troisième mi-temps, messieurs, la buvette. On démarre toujours cette troisième mi-temps. Là encore par un petit quiz. Très simple, autant tantôt vous vous êtes un petit peu comparé et puis tu es plutôt, c'est moi qui donne des propositions et vous devez choisir entre les deux. Autant ici, vous allez me répondre, je vous cite quelque chose et vous allez me répondre la première chose qui vous vient à l'esprit. Ok, même principe. Michael, tu réponds en premier et Kevin, tu enchaînes derrière. Ok. On est bon? Alors, messieurs, vous êtes fan de, ok, fan de un championnat étranger. Championnat anglais. Anglais. Ok, un joueur qui vous a marqué étant jeune. Zidane. Schmeichel. Ok, un gardien légendaire. Toi, pour le coup, tu en as droit à un deuxième, Kevin. Un gardien légendaire. Bon, Prud'homme. Prud'homme.
Celui qui marquait des coups francs, Chilavert. Ah, Chilavert, le gaucher. Chilavert. Ah, José Luis. OK. Le meilleur joueur belge actuellement. De Bruyne. De Bruyne. Un entraîneur d'une sélection nationale. Bon, Martinez, hein, pourquoi pas. C'est pour ça que je la donne. Hein. Je me dis, il faut, voilà, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai précisé Parce qu'en plus, sélection je veux rentrer, nationale. Je me et si dis, je veux rentrer à la fédération du beach soccer, il faut quand même que je reste voilà, gentil. c'est le moment. Tu es un peu corporate, c'est bien. Donc, et c'est pour ça que j'ai précisé sélection nationale. Parce que là, sinon, il y avait moins de chances que Roberto soit choisi. Il faut être honnête. Kevin, à toi. Je cherche un nom depuis tout à l'heure, mais Voilà. j'en sais pas, j'en connais pas. Donc, je vais dire Martinez aussi. Ben voilà. Par défaut, Roberto, il nous fait un doublé. OK. Une équipe dans laquelle vous auriez rêvé jouer. Bon, sur le plan national, en direct. OK. Après, l'étranger, ouais, Real, évidemment. Real. Liverpool pour l'ambiance. Liverpool. Un ancien coéquipier. Alors là, comme je le dis chaque semaine, on veut froisser personne. Il y en a plein. On se met d'accord, il y en a plein. Mais il faut en choisir un. Ouais, un renard des surfaces, comme on en connaît peu, Romu Lecoq. Voilà, je confirme, hein, pour avoir été adversaire notamment de Romuald. Voilà, il valait mieux l'avoir dans son équipe. Ah oui, mais jouer derrière lui, c'était toujours chouette. Ok, c'est passé. Kevin? Quentin Loiger. Ok, elle est passée aussi. Le meilleur joueur du monde actuellement. Ouf, ça c'est une belle colle. Ouais, Lewandowski, j'aime bien. C'est Lewandowski, bon. ouais. Ouais, ouais. Ok, Mais Kevin? non, est-ce que actuellement c'est lui? Bah, je pense qu'il y a match, tu sais, c'est comme toujours. Ouais, Chacun peut ouais. avoir son avis et autres, mais pour l'instant, c'est clair qu'il est au moins dans les, on va dire, dans les 5. Ouais, tout à fait. Bah, Benzema aussi, hein. Ça reste très fort, hein. Ok, bah, tu nous as choisi Lewandowski, Kevin. J'aime pas les Français, mais je vais dire Benzema. Ok, Il est en train d'exploser pour le moment. Benzema, le meilleur gardien du monde actuellement. Bon, allez. Ter Stegen. Ter Stegen. Kevin? Ouais, Ter Stegen aussi. Aussi. Et ben voilà. Et la dernière, un geste technique. Un geste technique. Bon. Le double passement de jambes, j'ai toujours bien aimé. Double passement de jambe. Ok, Kevin. Le coup du foulard d'Eden Hazard. Le coup du foulard d'Eden Hazard. Ah bah, très bien, elle est passée. La dernière, évidemment, c'est une spéciale. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez choisi chacun votre geste. Donc, vous vous êtes engagé à nous faire une petite vidéo où vous réalisez, évidemment, à votre manière, le geste technique. Donc, Michael, on attendra ton double passement de jambe. Et Ok. Kevin, on attendra ton coup du foulard à la Kevin De Wolf plutôt qu'à la Eden Hazard. Ça va. Mais Mickey va se blesser, hein, je le dis déjà. Vous l'envoyez, Je te la fais vous dans la l'envoyez visu, je te la fais. réussi, mais vous nous envoyez les ratés avec aussi. Hein. Ok, ça va. Ok, eh ben c'est noté. On attendra la vidéo. On enchaîne toujours par un petit moment, voilà, souvenir. On vit tous toujours, comme je le dis, des moments très positifs. On essaie de garder les positifs, mais parfois des moments un petit peu plus difficiles. On demande toujours de nous raconter son pire et son meilleur souvenir, ok, vécu dans le milieu, peu importe le rôle. Mika, si c'était en tant que joueur, en tant que de formateur, comme tu préfères. On commence par le pire. Le pire, ben, au final, mes premiers matchs en équipe première, ben, c'était les matchs de barrage promotion P1. Et quand on commence en équipe première, qu'on a l'habitude de gagner pratiquement tous ces matchs en équipe de jeunes, ce qui était vraiment le cas à l'époque à Nivelles, ben, perdre, c'est compliqué, quoi. Donc, rentrer dans le monde adulte et commencer par 3 défaites sur 4 matchs, c'était assez compliqué. Et ouais, je me repasse souvent un des matchs, celui à Andenne où on perd au final tout. C'était mon premier match titulaire et je me souviens qu'il y avait 1000 personnes autour de moi. Et bon, quand on a 17 ans et qu'on n'a pas l'habitude de ça, franchement, j'étais très impressionné. Je me souviens de pas mal de choses de ce match où on doit l'emporter facilement, on dribble 2 fois le gardien, on tombe 2 fois dans le rectangle au point de penalty. Donc, oui, c'était vraiment la malchance ce jour-là et je me dis qu'on on aurait dû faire mieux et je pense que oui, c'est le pire moment dans ma carrière. Ok, bah écoute, elle est passée. Le pire, Kevin, ton pire. Le pire, je dirais, c'est mon dernier match en première division. Ou avant de me blesser, où je fais une bourde. Donc ça m'a coûté cher après parce que je me suis blessé. Donc ben, dans les médias directement, Kevin
insuffisant ou autre, je sais plus ce qu'on a pu raconter. On avait mis 1 sur 10. Je me souviens, la cote que j'avais reçue, c'était contre Saint-Tron. Et pourtant, quand on regarde le match, au final, c'était un très bon match. Mais voilà, je fais une bêtise à 18-19 ans. Et après, médiatiquement, c'était catastrophique. Donc, ça, c'est mon Ok, pire bah là souvenir. encore, évidemment, on comprend que ce soit pas un bon souvenir. Moi, je fais une petite parenthèse. La seule chose qui, de temps en temps, nous rassure un petit peu, c'est qu'il faut garder en tête, sans manquer de respect aux chers journalistes hein, qui cotent, et c'est que la quasi-totalité du temps, ce sont des gens qui n'ont jamais tapé dans un ballon. Donc voilà, au moins, il y a ça, même si leur rôle, Exactement. c'est de coter. Il faut garder ça en tête, surtout quand on sait, un joueur, il sait faire son analyse tout seul de sa rencontre. Donc c'est vrai qu'après, voir ça dans les journaux, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas nécessaire d'en rajouter. Mais voilà, le petit clin d'œil est passé. On passe sur les choses un peu plus positives, messieurs. Donc vas-y, Michael, ton meilleur souvenir. Ou un de tes Alors, meilleurs, mais tu dois en choisir un. non, le meilleur souvenir, j'étais en pré-minime à Nivelles, donc ce qui équivaut à U8, U9, je pense Ouais, ouais. maintenant. Euh, on est parti faire un tournoi international en Hollande, à Bernicoub. À l'époque, donc pré-minime, c'était de grand rectangle à grand Ouais, rectangle. ouais, moi j'ai connu ça On aussi. a- Hein. On jouait. Bah oui, Ouais, ouais. voilà. Donc, tu sais de quoi on parle. Et en arrivant sur place, on s'est rendu compte qu'on était inscrit à un tournoi minime. Grand terrain, hors-jeu. Ouais. Donc, pas du tout l'habitude de ça. C'était notre première saison en pré-minime en plus. Donc, vraiment pas l'habitude. Et au final, peut-être pas les aptitudes physiques et techniques non plus pour le faire. Et au final, on gagne le tournoi. Donc c'était une très belle fête de foot à la fin. Je me souviens que les parents ont fait une très belle fête aussi dans les couloirs de l'hôtel. Je pense qu'il y avait plusieurs casiers jaunes. Je sais plus trop bien ce que c'était, mais c'était pas mal. Et ouais, c'est un très très bon souvenir. Je m'en souviendrai encore très longtemps. Ah bah écoute, top. C'est en espérant que certains qui auront vécu ça avec toi reverront ce petit extrait, et voilà, peut-être se Ah oui, oui, remémoreront ils aussi s'en souviendront, c'est voilà, les sûr et mêmes certain. émotions que tu as encore aujourd'hui. Top. Kevin, ton meilleur souvenir. J'en ai deux. Ah, vas-y. Euh, celui qui est en seconde position, c'est mon premier match en première division. C'était avec Sporting de Charleroi au Standard. Au standard. Au Standard, ouais, donc un stade complet, il y avait 26 000 personnes. Donc baptême de feu. Et ça s'est super bien passé. Et en première position, c'est le titre avec la RAM. En troisième division amateur, à l'époque, jouer devant 7 000 personnes dans un stade comme ça, c'était incroyable. Et c'est celui que je garderai en tête tout le temps. Ah bah écoute, top, là encore, on comprend. Hein. Moi, je me délègue, je le dis toujours, chaque semaine, des histoires, bon, un peu moins des histoires négatives, ça c'est clair, mais les histoires positives, comme je dis toujours, c'est finalement voilà, des émotions différentes, mais qui finalement se réunissent, puisque tout est orienté autour de la passion commune qu'on a finalement voilà, pour ce sport qu'on aime pratiquer. Ben, merci, messieurs. On enchaîne avec une petite minute prono qu'on a toujours dans notre émission. Donc, on ressortira la vidéo de votre pronostic en fin de saison. Et donc, Michael, ton prono du classement, bon, il va pas faire les catégories de jeunes, hein, ça, les classements, ça n'a pas Non, non, mais d'importance. On est d'accord entre nous. Évidemment, ton prono de la RAL et les éventuelles 2 ou 3 équipes qui vont voilà, disputer les lauriers en fin de saison. Kevin, même chose avec Rebec. moi, clairement, la RAL va être championne. J'en suis persuadé et convaincu. Après, à moi, Armeux, je pense que ça va se jouer entre ces deux-là pour la deuxième et la troisième place. Ce Oh. qui est déjà le cas d'ailleurs maintenant, mais de ce que j'ai vu, je pense que Sonkan Soren peut peut-être jouer un rôle aussi dans le deuxième tour. Ok, bah écoute, on a ton champion. Bon, je me doutais un petit peu de la réponse, hein, Michael, j'avoue. Ouais, c'est bien parti, hein. Un peu obligé aussi. Mais Kevin, à toi. Le podium en fin de saison, je dirais, la RAL y sera, je le souhaite. Euh, à moi, Roumeux et Rebec. Une Et fois Rebec, alors quoi? quelques Dans le jours podium, parce ça que là, t'en as passer. cité 4. Hein. J'hésite entre Meux et Amoir, mais nous, on sera dessus. Ok. Mais sur le podium, il y aura soit Meux ou soit Amoir. Donc, Donc Rebec, top j'hésite 3 entre les deux. alors. Pardon? Rebec, top 3 alors. Ouais. Ok, bah écoute, là encore, évidemment, c'est ce que autant Michael pour la RAL et beaucoup d'autres personnes, et Kevin, même chose avec beaucoup d'autres personnes, c'est ce qu'on vous souhaite. Ça fera de toute façon, si c'est le cas, des très belles saisons. Et comme je l'ai dit, hein, je vous renverrai le petit extrait qu'on a maintenant dans quelques mois, en espérant que vous ayez visé juste. Ok? Ça Yes. marche. Très bien. On profite aussi toujours de. On arrive tout doucement déjà à la fin, hein, messieurs. Ça passe vite, je me répète, mais malheureusement, c'est le cas. Je pense qu'on pourrait en faire encore pendant 2 heures. On profite toujours de l'émission pour demander à nos invités d'adresser un message
C'est le moment à la communauté, à vos supporters, à la famille, aux amis, honnêtement, qui vous voulez, c'est le moment. Michael, si tu dois adresser un message, à qui ce serait et qu'est-ce que ce serait? Dis-nous un petit peu. Moi, peut-être un message un petit peu général. Mhm. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, de temps en temps, un petit faux pas de l'équipe première ou un choix qui correspond pas aux envies ou aux attentes de certaines personnes. Euh, je pense qu'il faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des familles des joueurs et aussi des familles des entraîneurs. Et parfois lire ce qui est écrit, c'est pas bien. C'est pas bien. Je pense qu'on peut donner son avis. C'est un petit peu le but d'un réseau social, mais je pense qu'il y a la forme et la manière pour le faire. Euh, j'ai déjà vu des gens très très atteints par des critiques qui n'étaient pas fondées et ça peut faire mal et ça peut vraiment blesser les gens. Donc on est des supporters sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est là pour supporter son équipe. Des critiques, encore une fois, on est libre de les faire, mais faut le faire avec la manière et la forme. Très Voilà. bien. Bah, écoute, mais Michael, merci. Top. Évidemment, là encore, je partage complètement ton avis. C'est un peu le malheur des réseaux sociaux. Il y a plein de côtés positifs, on va pas se mentir, mais c'est clair que tu parlais de critiques. Parfois, faut être honnête, c'est pas du tout des critiques. Parfois, c'est des attaques Ah oui, oui, bien sûr, gratuites, bien sûr. méchantes et parfois injustes. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Restons au moins dans la mesure. Supporters, oui, mais voilà, avec certaines limites tout de même par rapport, comme tu le dis au fait que derrière, il y a une personne, il y a une famille. Donc voilà. Merci pour ce message, Michael. Kevin, si tu dois adresser un message. Bah, j'en ai deux, je dirais déjà à Rebec, bah, tous mes coéquipiers, parce que pour le moment, comme je disais en début d'émission, on est dans un creux où on a un petit peu du mal. Mais on est dans une période pour le moment où on a des suspendus, on a des blessés, il nous manque beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs aussi qui ont eu des soucis familiaux. Je pense fort à Jessie Galvez-Lopez sa femme était enceinte et elle a perdu l'enfant. Donc ça, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie que le Bien sûr. foot et que on reste une famille et on doit tous se soutenir et qu'au final, c'est en se soutenant comme ça qu'on va remonter la pente, ça j'en suis sûr, parce qu'on est vraiment une top équipe. Et un petit mot aussi à mes amis aussi de la RAL, parce que j'ai vécu quand même pas mal de saisons là-bas et j'ai lié des liens d'amitié avec beaucoup de personnes. Donc voilà, je les embrasse bien fort et je pense à eux. Ah bah écoute, top. Là encore, c'est un beau message. La preuve que finalement, comme je le dis là encore, toujours, le football, c'est finalement une seule et même grande famille, avec, comme dans toute famille, de temps en temps, des disputes, des tensions et des avis qui peuvent diverger, mais voilà, réunis toujours autour de... Voilà, ce qui fait notre passion pour ce cher ballon rond qui nous rend de temps en temps tellement fou. Dernière chose avant de clôturer, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je l'ai demandé en début d'émission. Maintenant, on a passé un peu de temps, quasiment une heure à discuter ensemble. Qu'est-ce que demain et après-demain, on peut vous souhaiter pour le futur? À part la La santé, santé, à part la santé, c'est le, voilà. voilà, c'est le premier truc que je dis toujours. La santé, on met ça de côté. C'est le premier truc qu'on vous souhaite, à part ça. Le plaisir. Je pense que tant qu'il y a du plaisir, tant qu'il y a des rires, tant qu'il y a de la rigolade, tant qu'il y a du bonheur sur un terrain de foot ou même en dehors, c'est le plus important. Une journée sans rire, c'est une journée de perdu pour moi. Donc, il faut profiter. Profiter. Ok, top. Merci, Michael. Kevin? Pareil, le plaisir. Et cet après-midi, je vais aller voir l'équipe féminine de la RAL parce que j'ai des amis qui jouent dedans et je souhaite que quand j'arrive, ma bière soit bien fraîche. Eh ben, écoute, malheureusement, tu sais, nous, on peut se le dire entre nous, on est dimanche aujourd'hui pour enregistrer l'émission. Malheureusement, l'émission ne passera que lundi soir. Donc, tu nous diras en commentaire hein, si quand tu es arrivé, finalement, ta bière était prête Je vais me faire une et photo et je bien l'enverrai fraîche. sur- Voilà, tu nous le rajouteras. Très bien, merci. Dernière chose, on clôture toujours en se faisant un petit bilan ensemble. Donc, comme je l'ai dit, ça fait quasiment une heure qu'on discute ensemble. Dites-nous un petit peu tous les deux ce que vous en avez pensé et comment vous êtes sentis. Eh ben, écoute, très bien. Je me suis très bien senti. C'est un exercice qui n'est pas dans mes habitudes. Lui a plus l'habitude des caméras que moi, mais au final, non, c'était très sympa et j'ai pris du plaisir à le faire. Ah bah écoute, top, merci Mika. Kevin? De même, super sympa. C'est chouette que tu fasses une émission pareille parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Enfin, moi, personnellement, je n'en connais pas d'autres. Donc, il faut faire connaître et parler du foot amateur parce qu'on ne le fait pas assez en Belgique. Et comme tu disais avant, le temps va très vite passer. Effectivement, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, merci pour ça. Ah bah écoute, c'est la preuve qu'on s'est amusé, hein, tu sais, comme je Exactement. le dis toujours, il nous manquait juste peut-être quelque chose dans la main, hein, même si je remonte mon verre d'eau pour être témoin que
Voilà, j'étais soft aujourd'hui, mais c'est clair Aussi. que... Ah ben voilà, bravo. On aura eu les frères de Wolf à l'eau pendant 1 heure, donc Ouais, on a réussi notre mission. Donc, ben, merci à tous les deux. En tout cas, c'était, je confirme, c'était un à moment toi. évidemment très agréable. C'est toujours aussi plaisant pour moi d'échanger avec des personnes qui finalement sont dans le milieu du football, qui nous racontent un petit peu de leur parcours, de leur histoire et un peu de leur vision, parce que comme je le dis toujours, on parle beaucoup des professionnels et du niveau international, mais pour moi, ce qui fait le cœur vraiment du football que j'aime et qu'on aime, qu'on est beaucoup à aimer, c'est le football amateur et les histoires de tout un chacun, sans forcément qu'on soit connu ou pas dans le milieu. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense qu'on gagnerait à mettre beaucoup plus en avant des personnalités comme vous et comme toutes celles et ceux que j'accueille au quotidien. Et il y en a encore énormément. Ce n'est qu'une infime partie voilà, d'un nombre de personnes très intéressant à mettre en avant. Donc voilà. Merci beaucoup à vous pour ce chouette moment. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Hein. Mika, j'espère que je serai invité si la RAL est championne à la fête. Et puis Kevin, si dans le top 3 vous y êtes, bah, je pense qu'une petite fête sera aussi, à mon avis, bien légitime. Donc là encore, je me porte invité avec grand plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh ben, merci à tous les deux. Le meilleur pour la suite et surtout de prendre du plaisir. Exactement. Merci à toi, Merci. Jules. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Et ciao. puis,